Votre programme avec Amkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Amkia. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 Chrono en ce jeudi 24 octobre 2024. Comme chaque jeudi, nous allons passer une grosse demi-heure ensemble, l'occasion de vous présenter tous les rendez-vous sportifs du week-end et puis les dernières actualités venues des terrains tout au long de la semaine. Pour m'accompagner comme chaque jeudi, nos chroniqueurs, ce soir à mes côtés Baptiste Brossard, notre expert football. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Alexandre. À vos côtés, notre spécialiste course à pied, Johan Jadot. Salut Alex. Bonsoir Johan. Et puis ce soir, nous allons échanger avec ceux qui occupent chaque week-end un rôle majeur sur tous les terrains de sport et sans qui les rencontres seraient un peu différentes, un peu plus chaotiques. Nous avons le plaisir ce soir de dédier une grosse partie de l'émission à l'arbitrage. Pour nous en parler, tout d'abord Séverin Rager, vous êtes conseiller technique en arbitrage pour le district de Vendée de football. C'est ça Alexandre. À vos côtés, nous avons Floriane Auger, arbitre de handball licencié au club du Sèvres Vendée Handball. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Et puis enfin notre troisième invité, Freddy Clavier, arbitre de basket au VCB à Chaland. Et puis également référent des officiels des arbitres en Vendée. C'est bien ça. Bonsoir Alexandre. Et donc si on parle aussi arbitrage ce soir, c'est parce que dans plusieurs disciplines dont les vôtres, ce sont actuellement les journées de l'arbitrage La Poste. Celles-ci ont démarré le 4 octobre dernier et se poursuivent encore ce week-end jusqu'au dimanche 27. Peut-être commencer par expliquer avec vous Freddy ces journées de l'arbitrage La Poste, en quoi elles consistent tout particulièrement. C'est un événement qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Et nous, en l'occurrence, pour la Vendée, pour le basket, on fait une après-midi découverte, donc c'est demain en plus, où on fait venir des jeunes de 12-14 ans pour s'exercer à l'arbitrage. On leur apprend plein de petites choses. Et à la suite de ça, ils vont assister au match les SAB Vendée Basket contre Tours. C'est ça, en National 1 masculin. En National 1, voilà. Et donc, où est-ce que ça se passera cette journée ? À la salle Beau Séjour, demain après-midi et demain soir. Donc libre d'accès, tout le monde peut venir. C'est sur inscription, les inscriptions sont closes, on a 23 jeunes qui viennent de tout le territoire. Et donc ça va se passer comme ça. Donc voilà un exemple d'initiative qu'on peut retrouver sur ces journées de l'arbitrage du côté du basket. Et puis alors pendant ces journées sur les 4 disciplines aussi, la Poste permet d'avoir différents guides de découverte des disciplines qui sont accessibles en ligne sur le site tousarbitres.fr. Alors on y retrouve différentes règles, des règles de base, des lexiques, des quiz. Est-ce que ce sont des ressources que vous êtes à même d'utiliser ? Par exemple, Floriane, donc vous qui êtes arbitre et puis également membre du comité de Vendée de handball. Ouais, c'est ça. Le guide, on l'utilise constamment. Par exemple, moi, demain, je suis formatrice auprès des jeunes pour la Vendée. Donc, on va former tous les jeunes qui vont arbitrer de 14 à 17 ans. Et c'est le premier support, en fait, c'est ce fameux guide où dedans, il y a toutes les règles, tous les gestes, les numéros des gestes et tout ce qu'il faut savoir, en fait, sur les règles de base du hand. On a quelques exemples justement en régie de ces guides de l'arbitrage. Séverin, vous, comment est-ce que vous utilisez ces ressources-là ? Elles vous sont aussi utiles pour le côté football ? Alors, on va dire utile, mais on essaie d'en fabriquer propre à la Vendée, car on trouve que c'est beaucoup plus parlant plutôt que d'utiliser un livret qui est un peu plus national. Sur cette journée aussi, on parle de maîtres mots. Alors cette année, les maîtres mots qui ont été choisis, c'est notamment le recrutement, la fidélisation. On sait que c'est une part importante, évidemment, de l'arbitrage. Sur ce côté recrutement, est-ce que c'est facile aujourd'hui, peut-être Séverin d'abord, d'aller chercher des nouveaux arbitres pour en avoir chaque week-end sur tous les terrains ? Alors en Vendée, c'est une vraie spécificité puisqu'on a des clubs vraiment très solides. On peut s'appuyer là-dessus avec des référents et qui nous aident énormément à construire. J'en ai un qui est ici présent là. Et qui est Baptiste Brossard également. C'est Baptiste qui est référent du club d'Esnay. Et justement, donc là on est en pleine formation de nouveaux. Là, on forme 27 nouveaux, dont un d'Esnay. Puis il vient de m'apprendre qu'il y a 2 jeunes de 13 ans là qu'il est en train de préparer. Et c'est toute la spécificité de ces clubs vendéens qui nous amènent des arbitres qui sont déjà préparés. Donc nous, il nous suffit de compléter cette formation et ça nous aide fortement là-dessus. Donc c'est vrai qu'en l'espace de 2 ans, on est passé de 300 à 360, 370 arbitres. Donc on est plutôt bien. Pour rebondir sur ce que dit Séverin, il y a donc les instances qui font un travail d'information, de communication sur
le fonctionnement et ce qu'il faut faire pour devenir arbitre. Et après, je pense que la majorité du travail aujourd'hui sur la partie recrutement, elle se passe dans les clubs. Oui. Et c'est là où ça demande un travail conséquent et c'est majoritairement des bénévoles. Parfois, les éducateurs salariés ont une partie de leur mission dédiée à ça, mais ça reste, je pense, minoritaire aujourd'hui. Mais c'est un boulot, c'est un travail assez important. Freddy, vous, c'est un travail aussi que vous connaissez bien, hein, c'est votre 21e saison, je crois, en tant qu'arbitre. Ouais. Donc comment est-ce que vous voyez ça évoluer aussi sur le plan dont parle Baptiste ? Ça reste les clubs, malgré tout, qui, eux, font la détection des arbitres en interne, et après, qui décident ou pas de nous les envoyer. Alors, parce qu'après, il faut bien se dire que si nous les envoie en formation, nous, après, on va les désigner pour aller siffler ailleurs le samedi et le dimanche, ils ne seront plus chez eux. Donc là, c'est toute une mise en place, toute une explication à faire pour les clubs. Du côté du basket, vous avez un accompagnement particulier sur les premières rencontres que les nouveaux arbitres vont... Oui, on fait en sorte, les très jeunes arbitres, de les mettre en doublette avec un arbitre plus expérimenté. Okay. Et après aussi, on va les observer avec un coaching au bord du terrain pendant tout le match. Floriane aussi, c'est quelque chose que vous remarquez dans votre club de Mortagne-sur-Sèvre et Chambéry, justement cet accompagnement là aussi dès les premières rencontres et fidéliser ce public. Là pour le coup, ça c'est ma partie complète au club. En gros, moi j'estime que chaque jeune est capable d'arbitrer la catégorie en dessous de lui. Donc je leur propose à tous d'arbitrer les matchs les week-ends à domicile. Donc ils viennent, ils essayent tous au moins une fois dans l'année, ils sifflent au moins un match. Et ensuite nous on a donc le comité de Vendée nous envoie des messages pour inscrire certains jeunes en formation du coup pour devenir officiels. Et donc là, on propose aux jeunes, et c'est ceux qui ont envie de devenir officiels qui peuvent faire la formation. Et il y en a d'autres qui préfèrent faire juste au club. Et ça dérange en aucun cas, ils peuvent quand même siffler au club sans être officiels. Après, c'est à nous, on fait des formations internes au club. Et après, ils partent également en formation officielle avec du coup le comité. Et justement, vous disiez que demain, il y aura une de ces formations à laquelle vous participez. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, tout particulièrement, dans le fait d'accompagner ces jeunes et puis de les former au fur et à mesure pour les rendre encore meilleurs sur le terrain ? Ce qui est super, en fait, c'est que on apprend à les connaître et ils grandissent en même temps. Ils apprennent les règles, ils voient des matchs et parfois ils nous voient, nous, soit jouer, soit arbitrer. Moi, ça m'est arrivé d'en croiser que j'ai formé, qui me disent « Ah, mais je connaissais pas cette règle, pourquoi t'as fait ça ?» Et ils posent tout le temps des questions, en fait, parce que c'est que des jeunes qui ont vraiment envie. Donc, c'est pas une perte de temps, entre guillemets, parce qu'ils aiment ça, en fait. Et puis, on est aussi, du coup, un peu comme vous le dites, sur un apprentissage constant, puisque les règles, elles évoluent, en tout cas, elles s'affinent. Ça, c'est un travail au long cours aussi, j'imagine. Freddy, vous les avez vu évoluer, ces différences-là. Oui, c'est ça. Oui, les règles ont énormément évolué depuis ces dernières années. Là, ça se calme un petit peu, mais on est passé par des grands caps récemment, sur les 5 dernières années. Donc, il faut rester à jour tout le temps de ces règles et diffuser les informations au fur et à mesure. Ouais. Exactement, aussi sur le football, hein. On sait que les règles, notamment les mains, les pénaltys, etc., ça évolue très souvent. Comment est-ce qu'on arrive à mettre justement cette mise à jour comme ça sur tous les arbitres qui vont être sur les terrains ? Compliqué, hein, compliqué. Alors, au niveau des arbitres, je dirais que ça se fait plus ou moins bien quand même, parce qu'on a les stages de rentrée où ils ont obligation d'être là, et puis après on a mis en place une formation à distance. Où là, moi, ça me permet de voir déjà qui fait les questionnaires, qui répond et où sont les lacunes, où là, je me dis que finalement, s'ils n'ont pas compris, c'est certainement moi, le formateur, qui est peut-être pas bien expliqué, et on revient à la charge justement pour expliquer tous ces points. Alors ça, c'est le côté arbitre. Effectivement, après, il y a le côté acteur, tout ce qui est joueur-éducateur, qui pense connaître, et justement, cette synchronisation est pas toujours évidente. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas pour le basket et le hand. On a, au foot, pour moi, c'est une problématique. On a la problématique du sport de haut niveau. Où, pour moi, concrètement, aujourd'hui, le foot de haut niveau n'applique pas les mêmes... C'est les mêmes règles, mais l'application n'est pas la même. À partir du moment où il y a la fameuse VAR, l'assistance vidéo, ça fait évoluer le jeu. Et nous, on n'a pas la même sensibilité à notre niveau. Et malheureusement, il y a des acteurs qu'on croise le week-end qui pensent qu'on a la même sensibilité qu'au niveau, alors et qui mélangent. Et si je peux compléter, Baptiste, c'est que souvent derrière la vidéo, il y a des commentateurs qui parfois découvrent les faits et qui sont en incapacité d'expliquer réellement la bonne décision. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vrai que si demain on avait de vraies explications, je pense que ça pourrait aider, ça pourrait être pédagogique sur l'ensemble des acteurs.
Et là, justement, c'est qu'il y a, on voit des commentateurs qui, même encore hier soir, sur le match d'hier soir, qui ont dit, on comprend pas, on sait pas ce qu'il a sifflé, ainsi de suite. Ouais. Donc, je me mets à la place là d'un simple footeux qui dit, on est incapable de nous expliquer ce qui s'est passé. Donc, il reste comme ça, puis finalement, on se retrouve le samedi, le dimanche avec ces incompréhensions. Et ça fait pas avancer le schmilblick. Et Florian, Freddy, est-ce qu'on retrouve un petit peu cette même chose là, ce facteur entre professionnel, amateur, l'explication des règles aussi sur vos terrains respectifs? Ah oui, complètement. Parce que le niveau professionnel, à partir de la Ligue nationale de basket, ils sont 3 arbitres. Donc là, effectivement, il se passe plus grand-chose. Ils ratent rien. À 3, ils ratent rien. Vous êtes 2, hein, vous, du coup. Et nous, on n'est que 2 au niveau où on est. Ouais. Donc voilà, c'est plus difficile. Moi, je le vois à Challenge, je vis au quotidien tous les matchs et tout. Ils sont que 2, c'est la limite de l'arbitrage à 2. Et du coup, les erreurs, il y en a davantage. À 2, en tout cas, vous, c'est l'habitude, Florian, c'est ça? Normalement, c'est 2, mais il y a de plus en plus d'arbitres solo. Parce que, par exemple, moi, je suis joueuse et arbitre. Et mon binôme est aussi joueur et arbitre. Donc en fait, des fois, avec nos matchs, on joue pas en même temps. Donc on n'est pas dispo en même temps, donc on siffle autant tout seul qu'à 2. Donc c'est sûr que tout seul, il y a plus d'erreurs, plus d'oublis. On peut pas avoir autant. Après 2, c'est le maximum qu'on peut être nous. Mais c'est vrai que là, ils commencent à mettre donc, tout ce qui est VAR sur le professionnel. Et quand ils le montrent, quand on regarde un grand match sur la télé, ils nous montrent à un moment donné un moment de VAR et ils le regardent peut-être 10 fois au ralenti, sous plein d'angles. En effet, on voit pas la même chose que nous sur un terrain où ça se passe en 2 secondes. Hein. Il y a ce côté pédagogique, du coup, qui est très important, hein, communiquer avec les joueurs, puis communiquer avec le staff aussi. Les parents, on va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a vraiment cette pédagogie, là, Florian, dont vous parlez, qui est essentielle. Complètement. De toute façon, expliquer, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, nous, sur le tas, vu qu'on n'a pas de vidéo. Avec notre vision de jeu, on a vu ça, et donc on sanctionne, ou non, on laisse jouer. On peut pas expliquer, en fait, plus que ce qu'on nous, on perçoit de notre place du terrain, quoi. On va avoir l'occasion d'en reparler, notamment sur toutes ces règles aussi arbitrales qui diffèrent dans vos sports. On va parler maintenant aussi, Baptiste, avec vous, de cet arbitrage et puis aussi parfois de l'envers du décor, de ce qu'on voit de l'extérieur. Tout à fait. On va aborder l'aspect communication. On a commencé à l'aborder sur tout l'aspect pédagogie. Et j'avais envie de faire découvrir là, des contenus, en particulier là, un premier personnage qui est arbitre, un jeune arbitre qui a créé sa chaîne YouTube qui s'appelle Ryan, et à travers ses contenus sur YouTube, il démocratise, on va dire, la fonction d'arbitre. Et alors, je voulais amener un premier débat avec les invités. On a donc un arbitre aujourd'hui qui a presque 250 000 followers sur YouTube. Et là, dans une de ses dernières vidéos, il a annoncé que la ligue à laquelle il appartient lui avait mis entre guillemets des barrières. Alors, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, mais c'est un peu on est dans ce fameux paradoxe aussi qui peut arriver parfois où on a une personne qui fait la promotion de l'arbitrage et en parallèle, le contraste, c'est qu'on lui met des barrières. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si dans le hand ou le basket, vous avez aussi des personnages comme ça. Non, nous, c'est assez ouvert. Oui, on en a quelques-uns comme ça, ouais, mais c'est assez ouvert, il y a pas de souci. Alors, c'est assez formateur, c'est pas des vidéos du même type, je pense. Nous, c'est très formateur. Il y a Nicolas Maes, là, qui fait des vidéos le lundi, qui explique des règles. Une règle chaque lundi, à peu près. Et c'est plutôt super intéressant à suivre. Ouais. Et si on reprend aussi, j'avais un deuxième contenu. Là, Séverin va être dans le vif du sujet. Il va reconnaître, je pense, deux jeunes... pousses de l'arbitrage vendéen qui sont donc Curtis et Nino qui appartiennent à Roche-Servière et qui ont fait un super travail, là, une super vidéo que j'invite à aller voir donc sur le compte Facebook et même le compte Instagram, je pense, de Roche-Servière-Bouenne. Donc là on est complètement dans la promotion de l'arbitrage, dans ce qu'on souhaite voir très régulièrement, le plus régulièrement possible, et qui permet là encore de démocratiser, de donner envie, pourquoi pas, à des jeunes ou même des adultes de se lancer également. Quel regard vous portez là-dessus, Séverin ? Forcément, en plus c'est 2 jeunes garçons que je forme. Moi j'ai un autre mot que démocratiser, mais c'est vulgariser. Voilà, j'aimerais que demain on vulgarise un petit peu l'arbitrage et qu'on n'en fasse pas une caste et quelque chose une secte, parce que souvent on nous dit voilà, les arbitres, oh là là, on peut pas. Non, justement, au contraire, je ne cesse de dire que l'arbitre est le partenaire des joueurs et du jeu, et justement si demain on veut arriver à ça,
il faut que demain on puisse expliquer, il faut qu'on puisse échanger, comme on l'a très bien dit, et il n'y a que comme ça que demain on réussira. Et c'est pour ça que le jeune qui a 250 000 adhérents, là, membres, je ne sais pas comment on appelle ça, abonnés, voilà, je trouve ça fantastique. Voilà, on est en tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à utiliser justement les réseaux sociaux pour promouvoir une activité qui est noble. Donc allons-y. Et je pense que notre société a besoin justement d'autorité. On est toujours, on sait pas justement si les jeunes arbitres qu'on a pu voir là, s'ils peuvent exprimer ça, je pense que notre jeunesse a raison de le faire en tous les cas. Il y avait aussi un autre élément peut-être, Baptiste, notamment un paradoxe dont vous vouliez nous parler. C'est ce qu'on a abordé là, le contraste qui peut arriver. On parlait de secte du côté de Séverin. On a tendance parfois à peut-être un peu trop se renfermer sur nous-mêmes. Mais des contenus comme Ryan là, sur YouTube, quand on voit qu'il a 250 000 abonnés, c'est qu'à un moment donné, ça doit plaire et ça doit interpeller ou intéresser au minimum les personnes qui regardent. Et puis du moins peut-être aussi créer des vocations, celles dont on parlait en ce début d'émission. Des arbitres aussi, il y en a à partir depuis hier et jusqu'à ce week-end du côté de Montaigu-Vendée. Une petite transition pour vous parler de la Montaigu-Vendée, Montaigu Futsal Cup, la 6e édition, un tournoi international de futsal qui est réservé aux moins de 19 ans et qui réunit 4 sélections internationales, France, Croatie, Portugal, Japon. Ces deux dernières, Portugal et Japon, se sont neutralisées hier. 2 buts partout. De leur côté, les Bleus se sont imposés 3-2 face à la Croatie et ont parfaitement lancé leur tournoi. Les tricolores de Clément Lerebourg défieront ce soir le Japon à 20h avant leur dernière rencontre. Ce sera dimanche face au Portugal. Je vous propose d'entendre Maxime Éveillé, le directeur du tournoi. Il nous explique l'intérêt double que représente cette Montaigu Futsal Cup. L'objectif, il est double. Le premier, c'est pour la Fédération française de football avec qui on travaille en collaboration. C'est de préparer ces jeunes joueurs au prochain tour qualificatif à l'Euro 2025. Voilà. Et nous, le deuxième objectif pour le club, c'est de réunir nos licenciés et sur un événement qui est incontournable maintenant en France et qu'on puisse avoir cet esprit de convivialité en sachant que dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, le futsal, c'est le moment où on rentre dans une salle parce qu'il ne fait pas beau dehors. Voilà, et puis je vous propose, pour faire une transition avec cette Montaigu Futsal Cup, de découvrir le premier volet de vos rendez-vous sportifs du week-end. On débute cet agenda avec du futsal et la 6e édition de la Montaigu Futsal Cup qui s'achève ce samedi. Ce tournoi international U19 regroupe 4 équipes. À 15h30, la Croatie affrontera le Japon. À 18h, la France sera opposée au Portugal. Les matchs ont lieu au complexe Maxime Bossis à Montaigu. En football, ce sera le 6e tour de la Coupe de France ce week-end. Et parmi les 6 équipes vendéennes restantes, celle de 3e division de district Saint-Philbert-Pontcharrault-Réhorte-Jodenière qui recevra Cholet, équipe de Régional 3, dimanche à 15h. Les Herbiers, La Roche VF, La Roche-ESO, La Châtaigneraie et Fontenay joueront à l'extérieur. Coupe de France également en basket pour l'équipe féminine de La Roche-sur-Yon. À l'occasion des 16e de finale, le RVBC se déplace à Landerneau ce vendredi soir. L'occasion de connaître une première victoire cette saison après 4 défaites en 4 matchs de championnat. En National 1 masculine de basket, ce sera la 8e journée vendredi soir. L'équipe des Sables d'Olonne affronte celle de Tours. Les deux équipes comptent 3 victoires chacune. Chaland se déplace à Vitré. En National 2 masculine, 6e journée et Montaigu-Vendée sera en quête d'une 2e victoire face à Rezé samedi soir. Le match aura lieu à partir de 20h à Saint-Georges de Montaigu. Et puis en National 2 féminine de basket, ce sera la 5e journée. L'équipe espoir du RVBC tentera d'obtenir son premier succès face à Avrier qui ne compte qu'une victoire. Coup d'envoi à 17h15 à la Halle des Sports des Oudéry. Voilà pour ce premier volet de vos rendez-vous du week-end. Le second à suivre en fin d'émission. Et tout de suite, on fait une petite parenthèse dans l'arbitrage avec notre expert course à pied.
Avec vous, Yoann Jadot, on va pas parler trop des arbitres ce soir, mais pour commencer, vous vouliez nous parler de très bons résultats en athlétisme et des records pour les clubs vendéens. Exactement, samedi se déroulait à Blois la Coupe de France des relais, appelée le medley. Alors medley en musique, vous savez, on prend plein de musique, les meilleurs morceaux, on les mélange, ça nous fait un medley. Eh bien en athlétisme, c'est un peu la même chose. On prend les meilleurs spécimens de la discipline et ça nous produit de très très belles choses avec les 4 fantastiques de l'Athlé Bocage Vendée, la sensationnelle équipe, regardez, avec Théo Rageau, avec Isaac Debuist, Simon Deschamps avec sa casquette et puis Thomas Picard, celui qui a terminé le travail avec 1600 mètres. En tout, il y avait 4000 mètres à réaliser, 1200 dans un premier temps, 400, 800 et on finit avec 1600. Et les garçons remportent le titre national, mais pas que ça. Record de France, ils ont été shippés le record de France à Grenoble qui datait de 2022 pour faire 9,44,81. Bravo également aux jaunes juste à côté de l'AC La Roche-sur-Yon avec Romain Mordet, bien sûr, le champion de France du 1500 mètres. Ils terminent deuxième et eux aussi ont été chercher le record, mais les vainqueurs, ce sont bien les rouges de l'Athlé Bocage Vendée. Donc bravo à eux et bravo également aux filles cadettes du Ouest Vendée Athlétisme qui ont été chercher le titre également, avec Adèle Herbert, Constance Talon, Juliette Bouquet, Guillemette Vincent, qui avait été chercher le titre de championne de France de 2000 mètres cet été. Bravo à elles, elles battent en même temps le record de ligue sur une piste détrempée. Merci à Pierre-Evan Bourquin, leur entraîneur. Ils sont à l'entraînement ce soir, donc on les salue. Merci à Nguyen Thuan également pour les très très belles photos. Beaucoup de remerciements donc, ce soir, Yoann. Je remercie tout le monde. Et puis, petite pause. Actualité aussi chargée du côté du trail. Et oui, le dernier monument de la saison. En trail, il y en a 4 avec la Hard Rock 100, l'endurance, la Western State Endurance Run, l'UTMB bien sûr, la diagonale des fous, magnifique du côté de la Réunion, avec une diagonale la plus longue de l'histoire cette année qui est revenue à Mathieu Blanchard qui rêvait de la faire depuis tant d'années et qui a pris le départ, en petit coquin parce qu'il nous avait dit qu'il ne ferait pas de performance, il était un petit peu diminué, puis finalement il vient claquer le meilleur temps sur la diagonale la plus longue de l'histoire. À côté, l'excellent Suisse, regardez-moi ce cuisseau magnifique, je peux vous dire que là vous en avez pour votre pesant d'or. Un solide garçon, solide Suisse qui prend la 2e place, c'est la 2e fois qu'il termine 2e, il était 3e également l'an dernier et bravo à Ben Diman également, un espèce de mix entre un basketteur de NBA et Lenny Kravitz, voilà un garçon qu'on connaît peu mais qui vit en France dans les Pyrénées, Ben Diman qui finit 3e. Une diagonale où il y a eu finalement très très peu d'abandon malgré les difficultés avec un parcours très très glissant avec beaucoup de boue. Et également, bravo à Manon Board, qu'on ne présente plus bien évidemment, qui avait déjà terminé sur un podium de championnat du monde, qui remporte le titre cette année, première féminine, exténuée à l'arrivée à bout de force au bout de 31h48 minutes, et qui vraiment a été puisée au fond d'elle-même parce qu'elle a terminé l'UTMB dans une violence psychologique intense, elle a terminé 20e, donc pas du tout à son niveau, avec 28 heures de course où elle s'est battue. Donc voilà, Manon nous démontre... qu'elle fait partie des grandes traileuses de ce pays et même au-delà à l'international. Et bravo à Eric Lavry également qui l'a encouragé, qui l'a amené dans les derniers mètres. Et puis un mot aussi avec les Templiers et puis l'Endurance Trail bien sûr. Bien sûr, les Templiers, là aussi c'est le rendez-vous, regardez, écoutez-moi ça, écoutez cette petite musique à 5h du matin, imaginez-vous les poils, les frontales, les fumigènes, ça c'est magnifique du côté de Millau. Bien sûr, il y a plein de courses aux Templiers, c'est un peu le rendez-vous du trail, c'est la 30e édition, c'est un peu l'origine du trail finalement, ça date depuis 1995, on était dans les prémices du trail, et avec plein de courses, et l'Endurance Trail des Templiers que je mets en avant avec, regardez, Anaël Orso, la RAPviste du raid d'aventure Pays de Vie qui faisait son premier 100K, son premier 100 km en trail et qui termine 16e. Elle est à 22 minutes du top 10. Donc c'est exceptionnel. C'est vraiment un très très gros résultat et son sourire en témoigne. Elle n'en a pas fini avec cette distance. Bravo également à Arnaud Jadson, Simon Cellier qui était là-bas. Simon Cellier qui termine 13e. Et puis pour terminer, un mot avec le grand raid des Qatars aussi. Oui, rapidement parce qu'ils vont partir, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, il est presque l'heure, à 21h, regardez-moi cette pépite, David Menanto est là-bas. David Menanto, après son échec pour une cheville infidèle dans les Pyrénées, sur le grand raid des Pyrénées, sur le 160 km qui avait été contraint à l'abandon, veut se venger ce soir, donc il prend le départ du grand raid des Qatars du côté de Carcassonne avec 160 km, 7000 mètres de dénivelé, et on suivra bien sûr l'aventure
de Vincent Gadet, son autre camarade du Raid Aventure Pays de Vie, qui avait pris la 16e place l'an dernier et qui pourrait aller chercher un top 5. En tout cas, David Menanto est le grand favori. Les Vendéens aiment le cassoulet parce qu'en général, ça a réussi pas mal aux Vendéens. J'ai une pensée pour David Pinault qui avait pris la 3e place il y a quelques années. Et pas de cassoulet avant la course, en tout cas. Non, là, faut mieux pas, non, faut éviter. Merci beaucoup, Yann Jadot. Alors, on va reparler de l'arbitrage avec nos 3 invités ce soir, Séverin Rager, Freddy Clavier et Florian Auger. Tous les 3, vous êtes issus de disciplines différentes. Donc, il y a le football, le hand, le basket. Alors, on rappelle évidemment, vous n'évoluez pas dans les mêmes conditions. On a parlé des fois à 2 à l'arbitrage, à 3 dans des salles à l'extérieur, mais vous endossez tous ce rôle d'arbitre. Moi, je voulais qu'on voit ensemble, qu'on défriche un petit peu ce qu'on appelle un bon arbitre, parce que dans toutes ces disciplines-là, chaque arbitre a aussi sa spécificité. Quels sont peut-être les mots qui correspondraient pour définir un bon arbitre ? Freddy, peut-être d'abord. Un bon arbitre, c'est simple, c'est un arbitre qu'on n'a pas vu du match. Le match s'est déroulé, à aucun moment on l'a interpellé pour quoi que ce soit. Donc la discrétion, c'est ça ? Discrétion même, il a été dans l'évidence tout le match, il n'y a pas eu de décision contestée et tout, ça s'est super bien passé. C'est ça un bon arbitre. Alors, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose encore à cette définition, Floriane ? Elle est déjà pas si mal comme définition. Non, c'est vrai, tant que l'arbitre siffle quelque chose mais que c'est pas contesté ou s'il y a une incompréhension mais c'est expliqué et compris directement, ça impacte aucunement le jeu et tout se déroule sans accroc en fait. Nous, ce qu'on aime bien au hand, c'est qu'un match réussi, c'est aussi un match sans blessé. Dès lors qu'on arrive à assez bien cadrer les différentes fautes et qu'on finit avec 0 blessé ou blessé grave, déjà là on est soulagé, on va dire, parce que hélas ça peut arriver. Est-ce qu'on peut parler aussi dans cette définition peut-être des 3 J ? Alors il y a le justice, la justice, justesse, justification. Ça vous parle aussi, c'est vrai ? Ouais, c'est bien ça. Alors je voulais compléter avec le mot compétence. Je pense que c'est quand même le maître mot. Si, quelle que soit la discipline, si un arbitre a cette compétence, à la fois technique, à la fois au niveau de la communication, faire partager, ainsi de suite, c'est quelque chose d'important. Et puis savoir donner confiance. Parce que je pense que tout acteur, tout joueur, quelle que soit la discipline, est prêt à admettre que l'arbitre va faire des erreurs. Mais dès l'instant qu'ils ont confiance en train de se dire il est honnête, de toute façon, il s'est trompé parce que ainsi de suite, mais c'est que cette confiance, c'est que ça se gagne pas au moment du match, mais ça se gagne en amont du match. C'est toute sa préparation, le dialogue qu'il va instaurer, mais comment il va parler aux joueurs, aux éducateurs, ainsi de suite. Et si on sent que ça match, que le courant passe, les joueurs sont prêts à accepter beaucoup de choses. Et justement, quand je dis que l'arbitre doit être un partenaire, parfois on le retrouve. Et pourtant, techniquement, on peut se dire il n'est pas parfait, il a fait des erreurs, et si, mais finalement, il passe bien, ça passe, il passe inaperçu. Et malgré tout, nous experts, on se dit mais quand même, il a fait des erreurs, il a fait ci, il a fait ça, mais ça passe bien. Alors que peut-être qu'un autre qui va faire moins d'erreurs, mais où ça va pas bien passer sur le plan relationnel, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est là qu'on voit que la compétence d'un arbitre est multiple et pas figée que sur un aspect. Johan. Est-ce que vous avez parfois alors pas des préjugés, mais vous savez qu'un match va être beaucoup plus compliqué à arbitrer qu'un autre, en fonction aussi de certaines équipes et de certains joueurs que vous pouvez retrouver qui sont parfois un peu tintillons, quoi. Je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant, mais la relation de confiance, elle se crée au fil aussi des expériences. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des équipes que j'ai déjà arbitrées plusieurs fois et elles me connaissent. Ça passe pas. Je sais qu'en allant sur tel ou tel terrain, je me prépare à avoir plus ou moins de difficultés. Et l'aspect humain est quand même très très important aujourd'hui. Je pense que si on arrive à avoir ce côté humain et se faire comprendre et créer cette relation de confiance, donc là on parle d'affect, l'être humain a toujours ce rapport avec l'affect, ainsi de suite, mais c'est quelque chose qu'il faut lutter au quotidien, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement il faut arriver à mettre les compteurs à zéro entre ce qui s'est passé avant, ce qu'on nous dit, les on-dit, voilà, le truc, voilà, donc ça il faut lutter contre ça, et la définition même d'un arbitre, c'est l'impartialité, c'est la neutralité. Donc si déjà il aborde le match en se disant ah oui mais on m'a dit que forcément il part mal. Donc effectivement c'est un vrai travail au quotidien. Freddy, vous le voyez, c'est aussi cette préparation, l'importance justement de bien préparer le match. Oui, ça fait partie des échanges qu'on a quelques jours avant le match avec le collègue, où on parle des expériences passées avec tel joueur, telle équipe, tel coach.
pour se préparer à la rencontre, évidemment. Hyper important. Et ça se fait aussi avec son binôme, c'est ça, Floriane, ça se prépare vraiment tout ça. Nous, c'est vrai qu'on me l'a reproché au départ. J'allais arbitrer un match sans forcément regarder, par exemple, si c'était le premier contre deuxième en fin de championnat, ou si c'était les deux derniers et que les deux savaient qu'ils descendaient, donc ils venaient pour jouer, ou que c'est pas pareil le premier match à le dernier match. Donc on m'a demandé qu'il fallait que je regarde ça avant d'aller arbitrer. Donc oui, finalement, mais en même temps, ça peut impacter un peu le jeu, parce que si on sait que lui, il est premier de 1 point, on va se dire, ça peut être une chance à la deuxième, ou si c'est premier contre dernier, on sait déjà que les derniers sont derniers. Donc pourquoi ça peut aussi, entre guillemets, fausser l'arbitrage. Et rapidement, c'est vrai. Ouais, ce que veut dire Florian, c'est qu'un arbitre doit mettre une stratégie en place. Au début, voilà, il adopte une stratégie, mais la stratégie, parfois on a un scénario, mais au bout d'une minute, il se peut qu'il y ait un carton rouge, et là la stratégie qui a été mise en place, s'écroule, et puis il faut rebondir là-dessus, il faut s'adapter. Voilà, je pense que c'est le mot d'ordre. Un arbitre doit continuellement s'adapter à toutes les situations qu'on lui offre. Justement, il y en aura plein ce week-end sur tous les différents terrains de sport. Les arbitres, on les salue, donc surtout ces journées de l'arbitrage qui étaient dédiées donc, au football, au handball, au basket et puis également au rugby, donc nos amis rugbymen qu'on salue ce soir. Et on se dirige tout doucement vers la fin de cette émission, mais je voulais tout d'abord vous montrer quelques images de cyclocross, l'occasion d'évoquer un rendez-vous qui aura lieu dans quelques semaines du côté de Saint-Prouan avec la 3e manche de la Coupe régionale de cyclocross. Nous avons suivi un entraînement avec l'école de vélo de Pouzauges, un petit extrait de ce sujet. Là, pour la fin de l'échauffement, on fera virage, fais attention au sol, et dans la ligne droite, on accélère. Conditions pluvieuses, cyclocross heureux, même sous le déluge, pas question de rebrousser chemin, bien au contraire. Un bois et un terrain gras, des flaques, de la boue. Le parc de la Bourrotte à Saint-Prouan offre une aire de jeu rêvée pour l'école de vélo de Pouzauges. Là, on va plutôt s'adapter au terrain, les dévers, virages serrés. Ils ont vraiment besoin, les enfants, pour progresser, de refaire l'exercice, refaire. Et c'est comme ça, après, on maîtrise mieux son vélo, on peut se permettre d'aller plus vite. Dans les situations plus difficiles, de passer mieux. Et sur les visages, difficile de distinguer les gouttes de sueur de celles tombées du ciel. Les motivés âgés de 5 à 13 ans ne ménagent pas leurs efforts ni leur monture. Ils adorent être en plein air, bien respirer, profiter de la forêt. Ils ne comptent pas leur temps, de toute façon. Si on voulait faire 1 heure de plus, ça ne poserait pas de problème. Bon, c'est la liberté, en fait. Vous me disiez, Johan, alors votre club d'enfance, et puis il y aura aussi un autre événement le lendemain. J'ai les émotions qui remontent. On voit les étoiles dans les yeux. Le lendemain, c'est vrai qu'ils vont utiliser le parcours pour une autre compétition. Ce sera les championnats départementaux de cross court. Donc voilà, ça permet de mutualiser les forces, les bénévoles sur un très très beau circuit à Saint-Prouan, donc ça va être sympa. On va passer tout le week-end là-bas en fait, un week-end du 7 et du 8 décembre. Et avant ce week-end, du début du mois de décembre, ce week-end, encore d'autres événements à suivre à l'agenda. Du handball avec la 7e journée de National 2 masculine. Pouzauges, 3e au classement, affronte le Plessis-Trévise, 9e samedi soir à partir de 19h. A noter que dans l'après-midi, la salle de l'Étoile accueillera un tournoi d'Halloween, un tournoi de hand à 4 qui se déroulera de 13h30 à 15h30. Du rugby au programme dimanche avec la 6e journée de Fédéral 2. Le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon, 8e au classement, reçoit le leader Gennevilliers, 5 victoires en 5 matchs. Coup d'envoi à 15h15 au stade Henri-Desgranges. Dans le même temps, du côté des Sables d'Olonne, le Rugby Club Sablé accueillera Saint-Sébastien-Basse-Goulaine à l'occasion de la 6e journée de Fédéral 3. Les Sablés sont leaders, l'équipe de Loire-Atlantique 6e. Le Vélo Club Chalandais organise dimanche le cyclocross du lac à Apremont. Sur un circuit de 2,5 km entre le lac et le stade, il concerne les catégories Access 40 et plus, mini cyclocross et les catégories de U15 à senior. Enfin, le complexe sportif de Saint-Fulgent accueille 3 jours de compétition de billard avec un tournoi national de blackball. Toutes les catégories seront représentées, plusieurs champions du monde seront présents. Les finales individuelles auront lieu dimanche à 13h. Vous savez tout de vos rendez-vous sportifs du week-end et pour conclure cette émission, comme d'habitude, place au quiz. 5 concurrents pour ce quiz ce soir, il va falloir être bon, messieurs, mesdames. On commence avec une question karaté, aucune de vos disciplines. Que signifie le mot hajime qui est employé par l'arbitre ? Combatté.
Exactement. Alors c'est commencé. Allez, on va dire Ouais, que commencé. le point est pour vous, Johan. Ouais, mais c'est que vous l'avez mal prononcé. Voilà, pardon. C'est que- Comment vous l'auriez prononcé vous par exemple? Hajime. Hajime. Effectivement. Avec l'accent, ça passe tout de suite. Merci. Allez, question foot, un peu de culture G. Depuis quelle année ou à cause de quel événement, eh bien, vous savez, le fait d'enlever son maillot après avoir marqué un but en célébrant, et eh bien, on peut se prendre un carton jaune après ça. Les années 2010, non? Ah, c'est plus récent. Je sais pas. Ah non. C'est plus récent? Ah, pardon, c'est plus ancien. Non, c'est plus ancien. J'irais 95. Ah, c'est plus vieux du coup. C'est plus récent. C'est plus récent, pardon. Ah, je vous ai complètement mêlé les pinceaux. C'est début des années 2000. Et c'est un événement. Il y a un événement effectivement qui a fait que ça a fait jurisprudence. Bon, allez, je vous la donne. Alors, c'est 2004. C'était eh bien suite à un match notamment avec Diego Forlán qui avait enlevé son maillot, et c'est de là qu'est venu ce carton jaune. Il avait repris le match sans remettre son maillot, donc ça avait un peu prêté confusion. Voilà, bon bah on n'aura pas le temps de faire la suite des autres questions, donc la victoire elle est pour vous, Johan, bravo. Première victoire de la saison. Incroyable. Demi-victoire en plus. On a été trop long, j'ai mal formulé la question, donc voilà, c'est un peu de ma faute pour ce soir. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous voir, Séverin Ragier, Florian Auger et Freddy Clavier. Bonne suite de saison à tous les trois, parce que la saison elle vient de commencer, hein, donc bonne saison à tous. Merci Alexandre. Merci Johan. Salut Alexandre. Super chronique, encore plein d'actu. Il y en a plein. Et plein d'autres à Ça ne suivre. s'arrête jamais. Et merci beaucoup Baptiste. Merci. Pour ce soir, quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi avec 85 chrono à partir de 18h45. Belle soirée à tous sur TV Vendée.